Nous sommes à Zaventem, le 11 septembre 2008. Sultana Kuman est entourée de sa mère, en foulard blanc, et de son fils aîné. Elle a rendez-vous avec des amis fidèles dans le grand hall de l'aéroport. C'est le lieu de rassemblement qu'ils ont convenu pour attendre, tous ensemble, le retour de la fille cadette de Sultana. Le soutien de chacun est important. Sultana n'a vu sa fille que 3 fois en 13 ans. Depuis que le père a emmené les 3 enfants du couple au Maroc, c'était en 1995. Ce gilet, ça me rappelle des souvenirs de marcher comme ça. Sultana a choisi de revoir sa fille en comité restreint, loin de la caméra, avant qu'elle n'affronte le reste de la famille et des amis. La voilà, la fille cadette de Sultana. Voilà Sajida, encadrée par sa mère Sultana et son frère Mehdi. Sajida ne parle pas français. Elle est intimidée par ce groupe d'oncles, de cousines, de tantes, d'amis, tous chaleureux, curieux, très heureux. Le seul visage familier pour Sajida est celui de son frère Mehdi, garde du corps bienveillant. Ça s'est passé, Madame Kuman. Ça s'est très bien passé. Très très bien. C'est un dossier qui se referme, là, juste maintenant, après 13 ans? Pour les autorités, c'est un dossier qui se referme. Pour moi, c'est page noire qui se tourne et autre chose qui s'ouvre. Je ne sais pas quoi, mais on verra bien. Il faut reconstruire, on va voir comment se passe la réinsertion. On va voir. Vous avez sûrement beaucoup de choses à vous dire. Je pense. Mais j'étais contente de la voir et elle a changé. Elle a changé. Le retour de Sajida est l'aboutissement d'un long, pénible et douloureux combat, à la fois personnel, familial et aussi collectif. Mais est-ce vraiment un aboutissement ? Le long combat de Sultana commence sur cette esplanade, devant le ministère de la Justice à Bruxelles. Elle n'en a pas encore conscience. Ce sont ses parents qui initient la première manifestation, avec d'autres mamans dans le même désarroi. Sultana, elle, répond à sa première interview. Elle en donnera encore des centaines dans les années à venir. Il est temps, il faut bouger. On est une quarantaine de mères ici en Belgique à vivre ce cas. Qu'attend-on ? 37 cas, voilà. Qu'attend-on ? Mais même si nous récupérons un jour nos enfants, par exemple, on nous dit d'attendre qu'ils aient 18 ans. Mais 18 ans, ce sont des jeunes hommes, des jeunes femmes. Nous avons tout perdu de l'éducation de nos enfants. Nous avons perdu tous les moments privilégiés qu'une mère a avec son enfant. Ma fille a 8 ans, ma petite dernière a eu 5 ans jeudi dernier. C'est le premier anniversaire qu'elle passe loin de moi. Mais je suis sûre qu'inconsciemment, l'enfant remarque ça. Et pour nous, c'est dur à vivre. Mais qui y a autour de nous ? Il n'y a même pas d'association, il n'y a rien pour nous soutenir. Dans cette histoire, il y a une deuxième voix, celle du père. Qui est cet homme que Sultana appelle Monsieur Saguir ? Qui est cet homme qui enlève ses enfants à leur mère, disparaît avec eux au Maroc pendant 8 ans, puis les renvoie en Belgique à l'adolescence sans crier gare ? En 1985, cet universitaire marocain est le responsable pédagogique du Centre islamique du cinquantenaire à Bruxelles. Josette Kuman, la maman de Sultana, est en voie de conversion à l'islam après 20 ans d'un mariage heureux avec son mari, Belaïd. Josette va bientôt devenir Sakina. Mohamed Saguir va littéralement séduire le couple. C'est vrai, il nous a rencontrés tous les 3. Et alors, quand il a vu Sultana, il a tout de suite fléché. Puis, par la force des choses, un jour, je suis allée au centre islamique pour le rencontrer pour des questions musulmanes. Et alors, Sultana m'accompagnait tout à fait, nous a jamais répondu aux questions qu'on s'attendait, mais a plutôt parlé de mariage et toutes sortes d'histoires et tout. Et alors, je lui ai dit que pour moi, il était le bienvenu chez nous, parce que moi, je le voyais comme un imam et pas comme un homme qui cherchait à épouser ma fille, parce qu'elle était pour moi beaucoup trop jeune pour passer à ce mariage. Il a rencontré un ami à moi qui travaillait à ce temps-là au centre islamique. Il l'a envoyé chez moi en disant qu'il a voulu se marier avec ma fille. J'étais donc au centre chez l'ami. Il m'a dit, ce Saguir a demandé si tu acceptes qu'il se marie avec votre fille.
Je lui ai dit, écoute, c'est ma femme et ma fille veulent, moi, pas de problème. Donc finalement, il a tout de suite téléphoné à la maison et tout, parce que de bonne confiance, je lui ai donné toutes nos coordonnées. Et puis ça s'est enchaîné, comme mon mari a un peu dit. Puis il est venu à la maison et alors, je ne sais pas, c'est un homme, c'est un beau parleur. C'est un beau parleur, c'est un bel arnaqueur. Le mariage est célébré à l'hôtel de ville de Bruxelles et fêté selon la tradition marocaine. Mais l'ambiance est morose. Les parents de Sultana ont découvert que leur futur gendre est déjà marié au Maroc et qu'il est père de 5 enfants. Impossible d'annuler le mariage, selon les coutumes de la communauté musulmane, toute annulation apporterait la honte sur la famille. Mohamed Saguir a précipité les événements. En 3 mois, Sultana se retrouve mariée à 16 ans. Son mari en a 33. Au début, quand il l'a mariée, je lui ai dit, ma fille, le née d'une mère européenne, je ne pense pas qu'elle doit être comme vous voulez. Elle doit être une femme vraiment qui doit rester à la maison et tout ça. Il m'a dit, oui, je le sais très bien, je connais la méthode, je connais ça. Mais tout de suite après, il a tout à fait changé sa méthode de vivre. Je portais le voile, je pratiquais la religion. C'est vrai qu'au départ, ça me plaisait. Étant issue d'un couple mixte, je pense que j'avais un problème au niveau de mon identité, une recherche identitaire. Je me suis rattachée un peu au côté religieux par rapport à mon identité. Donc au début, les choses se sont faites sans mal. Et puis j'étais très jeune, donc très malléable. Donc M. Saguir a pu distiller tout ce qu'il voulait dans mon cerveau. Il l'a fait sans trop de difficultés. Malheureusement, il a passé dans la misère. Parce qu'il a passé dans la misère pendant 5 ans. De toute façon, quand il habitait encore à Monébec. Mais parfois, je vais chez elle, je la trouve vraiment froide. Sa petite fille, sa zidale, toutes ses mains, ils sont bleus de froid. Ils ont froid. Alors à ce temps-là, je voulais lui installer un chauffage au gaz, mais lui n'a pas voulu. Elle n'avait pas le droit de venir chez nous. Donc de temps en temps, il l'accompagnait, peut-être une fois par mois ou quoi. Alors c'était très peu. Et Sultana ne m'a jamais parlé des problèmes, par exemple, qu'il pouvait y avoir dans leur couple, ni rien, mais personnellement, je ressentais, j'étais pas heureuse au fond de moi-même, pas du tout. Monsieur Saguir contrôlait tout, donc il contrôlait la contraception et les moyens financiers du ménage. Donc les grossesses se sont suivies les unes derrière les autres. Donc Mehdi est arrivé très vite, après la naissance de Soumaya. J'ai accouché de Sajida. À terme, je faisais 46 kilos. Donc la veille de l'accouchement, je faisais 46 kilos, donc ça vous laisse imaginer ce que je pouvais faire après l'accouchement. Dans un état psychologique lamentable, j'étais dans un état de survie. Comment ça se fait? Vous étiez complètement isolée, vous ne pouviez pas sortir de la maison? Je ne sortais pas comme je voulais, je n'aurais même pas envisagé aller acheter un pain s'il ne m'avait pas donné la permission d'aller acheter mon pain. Après 5 ans de mariage, Sultana est au bout de ses forces physiques et psychologiques. Elle n'a que 21 ans. Elle trouve un dernier souffle d'énergie pour quitter son mari. La justice lui confie la garde de ses 3 enfants. Avec l'aide de ses parents et le soutien de ses frères, elle va se reconstruire progressivement. Les années passent. Un certain Frédéric fait son apparition et s'installe, presque malgré elle. L'émergence d'un homme dans la vie de Sultana et leur mode de vie déplaisent profondément à Mohamed Saguir. Le 2 juillet 1995, à la faveur d'un week-end de droit de visite, il disparaît avec les enfants vers le Maroc. Que s'est-il passé le 2 juillet 1995 ? Mes enfants ne sont pas rentrés à la maison, donc ils devaient revenir après leur droit de visite chez leur papa. Et ils ne sont pas rentrés. Vous avez tout de suite pensé à un rapt parental ? Non, pas tout de suite. D'ailleurs, je ne l'avais jamais imaginé. Donc voilà, c'est en téléphonant à la psychologue qui suivait mes enfants à l'époque pour prévenir que mon enfant aurait du retard au rendez-vous. Et c'est elle qui m'a dit « Allez au premier commissariat pour déposer plainte, il est parti avec vos enfants au Maroc ».
Le départ des enfants, j'en ai toujours été consciente que ça pendait au bout du nez. Le matin même, j'avais téléphoné à Sultana, alors que les enfants se trouvaient déjà au Maroc. Et je lui dis, fais bien calme chez toi, où sont les enfants? Elle m'a dit, ils sont chez leur père, il va me les ramener. Et je lui dis, Sultana, fais attention, un jour tu vas te retrouver face à un problème que tu ne pourras pas résoudre peut-être. Et ce jour-là, malheureusement, je suis rentrée à cet âge, d'où Sultana essayait toujours de nous contacter par téléphone, puisque nous n'étions pas présents à l'appartement. Et quand elle a réussi à m'avoir au téléphone, elle s'est écriée « Maman, Saguir est parti avec mes enfants au Maroc ». Et je lui dis, tu vois Sultana, qu'est-ce que je t'avais dit? Je dis, mais je t'ai encore dit ce matin, je t'ai encore dit, fais gaffe à ce type, il va te prendre tes enfants. Et pourquoi vous aviez ce pressentiment? Qu'est-ce qui... Parce que je savais qu'il le ferait. En fait, tout ce que Saguir a fait depuis qu'il est venu chez nous, c'était calculé, c'était préparé. Je vois encore mon père quitter, il était assis à table, j'ai quitté la pièce et est parti dans la chambre. Il est sûrement parti pleurer. Ma mère, elle s'est mise à pleurer en me faisant des reproches, en me disant « On te l'avait dit, on t'avait prévenu, tu vois, tu n'as pas écouté. » Ça a été un moment terrible. Et puis, le plus dur, c'est pour rentrer à la maison, mettre la clé dans la porte, ouvrir la porte et ne pas savoir quand ses enfants vont être de retour. Ça a été quelques heures très pénibles. C'était quelques heures où je ne pouvais pas réfléchir, pas parler, pas penser. Je passais mon temps à pleurer. Après les larmes, très vite, le combat. Sultana va se battre pendant des années pour retrouver ses enfants. Elle fonde, avec d'autres parents, l'association SOS Raptes Parentaux. Ensemble, ils vont apostropher les ministres, camper devant les ministères, organiser des opérations médiatiques et obtenir certaines avancées. Toutes ces épreuves vont transformer au fil des ans une jeune femme fragile de 26 ans en une femme combative, sûre d'elle, lucide. En général, le parent qui veut passer à l'acte sait très bien qu'une fois qu'il sera dans son pays, il sera protégé. Le rapt parental, c'est la loi de la jungle. On vous parle de médiation, mais en fait, vous faites abnégation de vous-même, de tous vos droits. Finalement, il n'y a plus rien à concéder. Les années ont passé, les enfants se sont intégrés, entre guillemets, dans le milieu où ils vivent. Et qu'est-ce qu'il vous reste? Vos larmes, vos mouchoirs, et puis c'est tout. Prémonition ou lucidité? Mais revenons à l'aéroport, juste avant l'arrivée de Sajida. L'avion en provenance de Casablanca est annoncé avec 2 heures de retard. Sultana semble étrangement calme. Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit que les autres fois? Je suis pas dans le même état d'esprit, non, parce que ici, Sajida, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de la revoir à 3 reprises. Et puis c'est pas vraiment l'inconnu, pas comme pour les 2 premiers où on est encore dans l'euphorie des retrouvailles et de se dire tout est beau, tout est rose. Donc il n'y a pas la même euphorie. Enfin, je verrai quand elle descendra de l'avion, mais normalement... C'est quel type de sentiment là pour le moment? Mais ici, ça fait quand même 2-3 jours que... Je sais pas si je réalise vraiment. Oui, je sais qu'elle vient, mais j'ai l'impression d'être un peu en décalage par rapport à la réalité. Je dors plus. Ça fait 3 nuits que je dors pas. Donc voilà. Sultana ne le dit pas explicitement, mais elle est pleine d'appréhension. Par expérience, elle sait que la vie commune avec sa fille va engendrer plus de problèmes que de joie. Les retours précédents, il y a déjà 5 ans, de ses 2 aînés, Mehdi et puis Soumaya, ont jeté une lumière crue sur le gouffre creusé par son ex-mari. Les parents de l'association en sont très conscients. Chaque fois qu'on voit un enfant revenir, c'est effectivement quelque chose de fort, mais c'est en même temps une rage qui nous prend quand on se rend compte qu'un gosse qui revient, dans les circonstances dans lesquelles la petite vient de revenir ce soir, c'est une fois encore selon l'agenda du parent rapteur. En d'autres mots, le parent rapteur s'autoproclame Dieu, fait ensuite exactement ce qu'il veut, les autorités lui donnent finalement toujours raison par leur lâcheté. Par un côté, c'est merveilleux, bien sûr, l'enfant revient enfin, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? C'est ici la chambre de Sajida ? Oui, la chambre de Sajida est donc ici. Et donc voilà, l'armoire est vide. Vous avez découvert ça quand ? Il y a une petite heure. En rentrant, j'ai découvert qu'elle a embarqué ses affaires, qu'elle est partie.
Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes disputé? Mais non, il n'y a pas vraiment eu de dispute. Donc, c'est le problème. Donc, elle est rentrée il y a 1 mois et demi et des difficultés d'adaptation au niveau scolaire. Donc, elle a une idée en tête. Moi, j'ai une autre idée. Et donc, voilà. Et donc, apparemment, elle n'accepte pas que je puisse émettre mon point de vue et qu'en tant que mère, j'estime qu'il y a quand même certaines règles auxquelles il faut se plier. Qu'est-ce qu'elle ne veut pas, elle? En fait, au départ, donc, ce qu'elle souhaitait, c'était une école où elle pouvait avoir le port du voile et entamer des études. Malgré la difficulté chez nous de trouver une école avec le port du voile, on lui a trouvé une école avec le port du voile. Donc, elle peut aller au cours avec son foulard en classe. Mais elle estime que l'école n'est pas assez bien pour elle et que donc, non, elle n'ira pas dans cette école et qu'elle souhaiterait faire un jury d'État. Donc, obtenir sa réto par correspondance. Mais à l'heure actuelle, c'est pas possible. Son écrit en français, c'est peut-être un niveau 3e primaire. Et là, qu'est-ce que vous ressentez de découvrir qu'elle est partie et qu'elle ne vous a rien dit? C'est un ras-le-bol. Je veux dire, c'est la 3e, hein, donc son grand frère et sa grande sœur sont rentrés avec elle, m'ont fait plus ou moins le même style de cinéma. Un ras-le-bol, parce qu'on part comme ça, c'est... Vous savez, quand Soumaya est rentrée du Maroc, mon père m'a dit... Pour tes enfants, tu n'es qu'un arrêt d'autobus, rien d'autre. C'est un passage obligatoire pour eux pouvoir s'installer en Belgique. Ben, finalement, il a raison. Je suis un arrêt d'autobus. Je pense qu'il est temps que tous les 3 comprennent que je ne suis pas un arrêt d'autobus obligatoire. On peut s'installer en Belgique, ils peuvent vivre en Belgique sans passer par chez moi et sans me traîner dans toute leur folie. Et pourtant, l'espoir se déclinait à tous les adjectifs l'été 2003. Ce jour-là, Mehdi est le premier à rentrer en Belgique, 8 ans après le rapt parental. Sultana exulte, la famille au grand complet partage son bonheur. Ben, j'ai vu Mehdi assis sur un banc, recroquevillé, comme ça, il attendait. Je suis descendue de voiture, on était à l'arrêt, je suis descendue de voiture, j'ai galopé en plein milieu du trafic. J'ai pas attendu qu'on se parque ou quoi. Je suis sortie de voiture et j'ai couru et j'ai été vers Mehdi. J'ai pris dans mes bras, il a dû se demander c'est quoi cette folle. C'était un moment en fait qui n'était pas vraiment réel pour moi. C'était comme c'était une chose qu'on pouvait pas vivre. C'était une chose qu'on lisait dans des romans, qu'on voyait dans des films, dans des dessins animés, des moments de rencontre et des moments de forte émotion. Et j'ai vécu, c'était un moment, c'est vrai, de très très forte émotion parce que je me disais, allez, c'est ta mère. Mais bon, moi je l'ai pris dans mes bras, c'était pour moi quelque chose de naturel. Je retrouvais mon fils et donc voilà, et puis j'ai commencé à embrasser ce monsieur, Saïd, qui me ramenait mon fils. C'était un peu le sauveur. Je ne savais pas la suite, donc voilà. Saïd, le sauveur, est en fait le cousin germain de Mehdi et de ses sœurs. Il a 29 ans. Le père des enfants a exigé pour lui un visa d'entrée en Belgique. Motif, il est chargé d'accompagner Mehdi, âgé de 14 ans et donc mineur, de l'accompagner dans son voyage en car à travers l'Europe. Cette précaution prendra tout son sens quelques mois plus tard. Le soir du réveillon de Nouvel An, Soumaya, la sœur aînée de Mehdi, débarque à son tour, cette fois à Zaventem. Elle porte dans les bras une jolie petite fille de 11 mois. Soumaya a 16 ans. Sultana retrouve sa fille et se retrouve aussi grand-mère à 33 ans. Elle l'a appris quelques semaines plus tôt par email. Ce mail raconte en gros que, donc, au nom de Soumaya, maintenant je ne vous dis pas que c'est elle qui l'a écrit, mais le mail est au nom de Soumaya, où elle explique que son père ayant fait un long voyage, elle se sentait seule, elle est tombée amoureuse de quelqu'un, et que quand papa est rentré de voyage, il a fallu réparer. Vous comprenez ce que vous voulez comprendre. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu des relations et qu'il a fallu arranger le tout pour pas qu'il y ait de scandale et qu'on a marié les petits jeunes. Donc Soumaya est enceinte. Et elle annonce que papa a dû arranger et que donc elle est mariée et qu'elle a une petite fille. Elle a quel âge, Soumaya? À ce moment-là, elle a 16 ans et donc elle a déjà une fille. Le choc. Le choc. Mais vraiment... C'est... Ah là, je sais plus ce que je dois dire.
Le mari de Soumaya n'est autre que Saïd, l'homme qui accompagnait Mehdi. Il a 14 ans de plus que sa cousine, sa femme aux yeux de la loi marocaine. Et Soumaya est rentrée en Belgique pour vivre avec lui. Soumaya m'a donné la teneur et la couleur très vite. C'est à peine arrivé à la maison, on s'est quand même installé pour la nuit. Et le matin, s'est levé, je me suis levée un peu groggy, s'installe au salon. Et première question de Soumaya, c'est sa phrase fétiche. Maman, tu m'aimes? Oui, Soumaya. Alors, si tu m'aimes, je dois vivre avec mon mari. Oui, Soumaya. Puis je lui dis, mais écoute, tu sais, tu n'as pas 18 ans. Oui, mais ne t'inquiète pas. Il y a telle loi, j'ai oublié l'article de loi, elle doit le connaître encore. Tel article de la loi, si tu es d'accord et si tu me signes les papiers, eh ben alors j'ai le droit. Je lui dis, écoute, Soumaya, je sais pas, il faut quand même qu'on... Elle se lève. Et alors là, j'ai droit à une pièce de théâtre. Oui, si tu ne me fais pas ça, je vais me tuer. Je vais me suicider. Quelques mois à peine après son retour en Belgique, la jeune Soumaya Koumana a à nouveau disparu. La jeune Soumaya s'est enfuie avec son bébé. Elle est allée rejoindre son mari Saïd en Hollande, 2 mois à peine après son retour. Soumaya entend vivre selon les principes inculqués par son père. Elle ne veut pas comprendre qu'aux yeux de la justice belge, son mariage est illégal, que son enfant est considéré comme le fruit d'un viol, qu'elle est mineure, tout simplement. Soumaya va être arrêtée aux Pays-Bas 1 an plus tard et ramenée à Bruxelles. La justice belge la sépare de ses 2 enfants, 2, car entre-temps un petit garçon est né. Soumaya rend sa mère responsable de cette séparation. Finalement, par nécessité, elle retourne vivre chez sa mère avec ses 2 enfants en attendant sa majorité. Une partie de l'histoire se passe au Maroc. Nous sommes donc partis là-bas, dans cette région du Moyen Atlas où les enfants ont grandi. Nous avons proposé à Sultana de nous accompagner. Véronique est aussi du voyage. Cette amie fidèle a connu le même sort que Sultana et elle parle couramment arabe. Elles ont déjà effectué ce voyage en 1997, 2 ans après l'enlèvement des enfants. Les autorités belges et marocaines s'étaient alors mises d'accord pour que Sultana rencontre ses enfants à Sefrou, là où vivait et vit toujours la famille Saguir. La rencontre avait été fixée chez la sœur de Mohamed Saguir. Aujourd'hui, Sultana se souvient. Mais là, je vais pleine d'espoir. Le coffre de la voiture rempli de cadeaux, de valises. J'ai accumulé un petit peu les cadeaux, Saint-Nicolas, Noël, anniversaire. On approchait de l'hiver, j'avais fait des stocks de chaussettes. J'avais apporté des pots de choco, des céréales, en fait tout ce que les enfants aimaient. Donc c'était un coffre rempli. Donc on va à pleine d'espoir, avec de l'angoisse, oui, mais pleine d'espoir. Je vais revoir mes enfants, j'imagine les scènes de retrouvailles. J'ai passé des jours à imaginer cette scène de retrouvailles. Et puis là, ok, c'est la sœur qui est tout de suite sortie de la maison et qui d'emblée, ne nous faisait pas rentrer, donc, et qui d'emblée me sort un billet d'argent et me dit, voilà, je vais t'amener au village parce que mon frère veut que tu voies les enfants là-bas. Sultana ne veut pas croire ce qu'elle entend. Elle bouscule son ex-belle-sœur et pénètre dans la maison, certaine que ses enfants s'y trouvent. Elle se met à fouiller les pièces, une par une. Il n'y a personne. Très en colère, elle décide aussitôt d'aller porter plainte. Au palais de justice, les autorités judiciaires se montrent a priori hostiles. Son mari, Mohamed Saguir, est considéré comme un notable et il a fait condamner Sultana pour abandon de domicile conjugal et adultère. Donc finalement, au procureur, je vais lui expliquer et je vais lui dire, mais si Monsieur Saguir est si bien, si c'est un homme si bien, pourquoi est-ce qu'il ne me laisse pas voir mes enfants? Je ne demande qu'une chose, les voir, rien d'autre. Je ne suis pas là pour faire de la polémique ou pour me disputer. Là, le procureur va m'expliquer qu'en fait, Monsieur Saguir a peur que j'enlève les enfants. Ça, il vous le dit clairement? Ah, il me le dit clairement. Ah oui, oui.
Et c'est à ce moment-là que je décide, moi, de prendre mon passeport. Et je pose mon passeport sur la table, sur le bureau du procureur, et je lui dis, ben voilà, je vous pose mon passeport, et vous pouvez le garder. Ça, vous avez la certitude que j'enlève pas les enfants, et si vous voulez, le jour où je rentre, vous venez à l'aéroport et vous me rendez mon passeport. Plus que ça, je peux pas faire. Le procureur du roi ordonne finalement une série d'investigations. Les autorités marocaines demandent à Sultana de différer son départ. Elles affirment qu'elles vont retrouver les enfants. Sultana pourra rentrer avec eux en Belgique. Au bout de 10 jours, 11 jours, le temps devient long. Pas de nouvelles. On n'a pas retrouvé les enfants. Il faut quand même bien rentrer. Je travaille, je ne peux pas rester ad vitam aeternum au Maroc. Véronique travaille aussi. Il faut retourner à la réalité. Ça, c'est le plus dur. Vous allez rester combien de temps sans nouvelles des enfants, sans qu'on puisse les localiser? Jusqu'en... un petit peu avant que Mehdi ne rentre, jusqu'en 2003. Je recevrai en mai 2003. Je ne sais même plus si c'est 2003 ou 2004. 2003. C'est en 2003. En mai 2003, le juge d'instruction, M. Damien van der Meersch, recevra un courrier de M. Saguir en disant que voilà, Mehdi va pouvoir venir en vacances en Belgique. Donc de fin octobre 1997 à mai 2003, je ne saurais pas où sont mes enfants. Ce qu'ils sont devenus. Revenons en 2009. À Sefrou, nous entrons en contact avec Mohamed Saguir. Le père des 3 enfants décline notre invitation à nous rencontrer, mais il accepte de nous parler longuement au téléphone. Pour expliquer sa fuite au Maroc, il développe essentiellement 3 arguments, à commencer par la décision de la justice belge d'accorder le droit de garde à la mère. Pour sauver mes 3 petits, j'ai tout laissé tomber parce que j'étais mis au pied du mur. Mon ex ne voulait pas de solution. J'ai dit une garde alternative. Je les prends 1 an et toi 1 an. Moi 6 mois, toi 6 mois. Ou bien l'autre solution, il n'a pas accepté. Il a voulu m'écraser par tous les moyens parce que la jurisprudence belge, elle donnait presque toujours la garde à la mère. Deuxième argument avancé par le père, la mère était irresponsable. La mère ne remplit pas toujours les conditions requises pour sauvegarder l'intérêt primordial de l'enfant. Mon ex avait sûrement des qualités et c'était une jeune femme intelligente, mais elle avait la responsabilité en horreur. À cause de son jeune âge, peut-être. Enfin, argument suprême, les enfants étaient en danger avec leur mère et son nouveau compagnon, Frédéric. Et vous pensez que vous deviez absolument sauver vos enfants, qu'ils étaient en danger? Il était exposé à la drogue, madame, au trafic de drogue. D'ailleurs, le mec avec qui mon ex vit toujours, j'ai un dossier obtenu du tribunal. Il était poursuivi pour trafic de drogue. Je peux même vous envoyer un copie si vous voulez. Et mes enfants étaient exposés à cela. Selon nos renseignements, il n'y a pas eu de dossier judiciaire relatif à des trafics de drogue concernant le compagnon de Sultana, devenu d'ailleurs depuis son mari. Mehdi séjourne en même temps que nous au Maroc.
Lui qui vit chez sa mère à Bruxelles passe quelques jours de vacances chez son père à Sefrou. Même ici, il en réfère constamment à son père. Mehdi n'a pas le temps de nous accompagner au bled, là où il a passé une grande partie de son enfance, mais il en parle avec plaisir. Au bled, c'est magnifique. Au bled, c'est là où j'ai eu mes meilleurs souvenirs. C'est le type de souvenir où tout m'appartient, en fait. Où la terre est à moi, le meilleur endroit est à moi. Allez, les gens, la famille la plus respectée, c'est la nôtre. Ce genre de choses, je sais pas, c'est une sorte de famille noble, quoi. Je fais encore partie d'une sorte de famille noble dans notre bled. Et c'est aussi un endroit, c'est l'Atlas, quoi. Quand il y a la neige, il neige, c'est super beau. Quand il y a le soleil, c'est magnifique. Quand il y a la pluie, c'est ça aussi, sa beauté. Il y a tout qui est bien, en fait. Le temps de récolte avec les gens, tout est magnifique, en fait. Tout. On avait une maison, en fait, entourée d'un grand mur. En fait, c'était équipé, quoi. C'était bien équipé. Au début, on est parti là aussi. On a passé pas mal de temps là. On a une piscine là aussi. On adorait, l'été, on adorait nager. On passait notre temps dans la piscine. Mohamed Saguir a changé de domicile une vingtaine de fois en 8 ans pour échapper aux recherches de la police marocaine. Des recherches très relatives d'ailleurs. Il a modifié plusieurs fois l'identité de ses 3 enfants. Il les a retirés de l'école et leur a donné cours lui-même. Le jour de notre rencontre avec Mehdi, il pleut à verse. Nous nous réfugions dans la cafétéria d'une station essence. Mehdi nous parle de son père, qu'il admire sans nuance. J'ai toujours besoin de lui, en fait. J'ai toujours besoin de lui à mes côtés. Ça me rappelle tout. Ça me rappelle que je dois travailler, que je dois étudier, que je dois pas oublier mes principes, que je dois être quelqu'un de bien, que je dois être une fierté, pas une déception. Et voilà, quoi. Vraiment, que je dois être un modèle. Que je dois être un modèle bon en tout. Et voilà. Ton père, c'est vraiment ton modèle ? Si je dois voir ce que moi je veux, oui, mon père c'est mon modèle. Mais pour mon père, mon modèle, ça doit être mieux que lui. Donc moi, mon modèle, oui, c'est mon père. Est-ce que tu lui reconnais des défauts, quand même ? J'en vois pas. Pendant que nous rencontrons Mehdi à Sefrou, Sultana est restée à l'hôtel. Ce voyage au Maroc a réveillé chez elle de douloureux souvenirs. Je me souviens juste d'une fois, après avoir passé 3 mois donc ici au Maroc avec lui, et puis après avoir subi pas mal de maltraitance durant ces 3 mois, je suis rentrée à Bruxelles sans lui, donc lui était resté ici avec sa première épouse. Comme je n'avais pas le droit d'aller chez mes parents, j'ai été dormir chez des frères et sœurs musulmans. Maman est venue me voir chez ces gens. Elle voulait me voir parce qu'elle ne m'avait pas vue depuis 3 mois. Elle est venue là, donc je suis descendue. Quand maman a vu ma tête, elle a compris que vraiment ça n'allait pas. Je me dégradais de plus en plus physiquement. Et là, maman m'a dit, mais on ne pourrait pas croire que tu rentres du Maroc. Tu es jaunâtre, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je me suis mise à pleurer. Et j'ai raconté que... j'ai commencé à expliquer. Et au Maroc, personne ne vous aide. Les gens savaient que vous étiez battu, maltraité ? Oui, bien sûr, les gens assistaient aux scènes. Sa famille, M. Saguir adore avoir un public. Quand il maltraite ses épouses, il a besoin d'un public. Je pense qu'il assied un peu plus son autorité et la peur que les autres peuvent avoir de lui. Donc, plus l'humiliation sera grande et plus la maltraitance aura un public pour admirer son œuvre, il sera satisfait, oui, bien sûr. Personne ne s'interpose ? Personne. Personne ne s'interpose. Je serai battue à la ceinture, à coups de gifle. Personne n'interposera, même enceinte avec un ventre comme ça, personne ne s'interposera. Tout le monde a peur finalement de subir le même traitement.
Alors, en ce qui concerne la violence, moi, à chaque fois, j'ai dit à ma mère, bon, ok, d'accord, mais j'y ai jamais cru, en fait. Pourquoi j'y crois pas? Parce que, premièrement, mon père, c'est un homme de principe, un homme de religion et de croyances très, très, très profondes. Et dans nos croyances, dans nos principes, dans nos religions, ça lui est interdit, formellement interdit. Une des bases qui nous a lui-même enseigné, la violence. La violence n'existe pas chez nous. Maintenant, que les gens insistent ou que les gens ramènent des preuves comme quoi mon père a frappé ma mère, je baisserai la tête et je dis, il y a des preuves, c'est bon, qu'il y ait eu des photos de coups bleus, qu'il y a eu des photos de griffes, de ce genre de choses, de cheveux arrachés, oui, d'accord. Mais le fait comme ça, oui, ton père battait ta mère, et que moi je dois l'accepter si facilement, alors que j'ai grandi avec un papa merveilleux, avec un papa bien sûr, avec un papa qui peut s'énerver, qui peut, je sais pas moi, qui peut être fâché, ce genre de choses. Oui, mais jusqu'à battre, c'est un mot grave, je pense. C'est un mot très grave. Je pense pas l'accepter si facilement. Et ton père, il t'a jamais giflé quand tu faisais des bêtises? Giflé, non. Mon père n'a jamais touché mon visage. Mon père jamais toucherait mon visage. Bien sûr, on a eu ce qu'on appelle... Ça nous faisait toujours rire. Moi et mon père, on a eu ce qu'on appelle... Tahmila, c'est avec... C'est avec, je dirais pas des coups de bâton, mais avec des coups de ceinture. C'était quand on était vraiment... Maintenant, c'était quand on dépassait vraiment nos limites. Moi, j'osais toujours le plus et j'apprenais jamais, que ce soit avec la raison ou avec des petits coups. J'apprenais jamais, je rigolais toujours. Je me foutais toujours de ce qui pouvait arriver. Des coups de bâton ou des fessées? Non, pas des coups de bâton. Non, pas des coups de bâton. Non, c'était des coups de ceinture. Mohamed Saguir a renvoyé son fils en Belgique à l'âge de 14 ans. D'un jour à l'autre, Mehdi est propulsé dans un pays, une culture, une langue qu'il ne connaît pas. Pourquoi le renvoyer chez sa mère qu'il n'a pas vue pendant 8 ans? Tout simplement parce qu'il faut être réaliste. D'abord, il avait ce besoin-là de voir sa mère, de voir que je n'ai pas menti à propos de sa mère. J'ai toujours dit qu'il fallait chérir sa mère, même si c'est une diablesse. Et sa mère, c'est sa mère. Notre prophète dit le paradis se trouve sous les pieds des mamans. D'une part. D'autre part, dès qu'il pose le pied là-bas, même si je donne l'ordre à sa sœur aînée ou à son frère de le garder, la garde juridique irait automatiquement à la mère. À Bruxelles, Mehdi est le porte-parole de la famille. Ses deux sœurs n'ont pas voulu s'exprimer. Vous n'en voulez pas à votre père de vous avoir emmené au Maroc et de vous avoir coupé de votre mère pendant toutes ces années? J'appelle pas le fait qu'il nous emmène au Maroc coupé. Il s'est pas dit moi je vais prendre mes enfants pour couper. Beaucoup de pères le font, ce qui est ignoble de leur part. Je le cache pas. Mais de ce que mon père a fait, je pense que maintenant, si je vis la même chose que mon père, je ferai la même chose. Parce que pour moi, il n'avait pas le choix. Ma mère, elle avait le droit de nous avoir, par exemple, un jour, et mon père, un jour. Moi, autant qu'enfant, je voulais, pendant toute ma vie, je voulais avoir l'éducation quotidienne de mon père et quotidienne de ma mère. La présence des deux. C'est mon droit et mon droit légitime. Et celui il n'y a aucun juge au monde, à part pour des raisons bien sûr bien précises, n'a le droit de dire à un père, toi tu vois tes enfants seulement pendant 2 fois par mois. Aucun. Et surtout pas à mon père. Non, mon père c'était quelqu'un qui a fait des grandes études, quelqu'un de cultivé, quelqu'un de normal. Le seul défaut peut-être qu'il a fait envers cette société, c'est qu'il est venu avec une conviction que personne n'était capable de la lui enlever. Et cette conviction, il nous a transmis cette conviction. Et c'était le fait d'être un imam, c'était peut-être son crime face à cette société, mais que pour moi, c'est pas du tout un crime, c'était son droit. Mais ma mère, qu'est-ce qu'elle voulait? Comment elle voulait que ses enfants deviennent? Est-ce qu'elle voulait juste ses enfants parce que c'était ses enfants? Et mon père, est-ce qu'il voulait la même chose? Mon père, au fond, c'était pas seulement ses enfants qu'il voulait, c'était ce que ses enfants allaient devenir. Ma mère aussi, je pense que ça pouvait la tracasser, mais c'était pas au fond d'elle ce qui l'a tracassé le plus. Ce qui l'a tracassé le plus, c'était autant que mère, elle avait besoin de ses enfants. Ce qui est naturel. Et je tire chapeau à ma mère
de s'être toujours battue et acharnée pour nous retrouver. C'est aussi rare les mères qui se battraient comme ça. C'est aussi rare la mère qui va remonter ses manches et se dire « Moi, je me bats jusqu'au bout, s'il en faut, je vais faire des grèves, je vais aller me positionner devant des ministères, et ce genre de choses. » C'est très rare et je suis fier de ma mère et toujours je le serai. Mais en ce qui concerne le pourquoi, ça c'est entre elle et mon père. C'est une guerre qu'ils ont décidé de se la déclencher entre les deux et voilà. Aujourd'hui, Soumaya, la fille aînée, vit à Bruxelles avec son mari et ses 2 enfants. Après 5 ans de relations houleuses, elle a rompu tout contact avec sa mère. Je n'ai pas vu Soumaya pendant près de 10 ans. Je suis sa mère, pas de souvenir de moi, pas de nouvelles. Il y a un trou, un fossé qui s'est créé. Et Soumaya ne revenait pas en Belgique pour vivre avec moi. Soumaya revenait en Belgique parce que l'herbe est plus verte en Belgique. Je pense qu'il faut oser le dire. Aussi bien elle que son frère et sa sœur ne sont pas rentrés pour vivre avec leur mère. Le but de M. Saguir était atteint. Il a enlevé ses enfants, il les a élevés de la manière que lui le désirait, leur a inculqué, les a formatés comme il l'entendait. Une fois qu'il a estimé son travail fini, pour lui son travail fini avec ses filles, c'était quoi? C'était de les marier. Eh bien Soumaya, il l'a mariée quand il a estimé que c'était le moment. Et puis il lui a dit, voilà ma grande, retourne en Belgique, maintenant tu as un mari, tu as un enfant, pas besoin de ta mère. Ma grande sœur, elle, je sais que quand elle est venue ici, c'était peut-être pour passer du temps avec ma mère au début, mais qu'au début, elle est venue avec sa famille. Elle est venue avec son enfant, elle est venue avec son mari, elle est venue pour faire sa vie. Et ce qu'elle attendait le plus, c'est d'être acceptée, pas d'être jugée et d'être rabaissée et d'être traitée d'une gamine qui a été forcée au mariage, qui a été violée, que son mari était soi-disant un assassin ou ce genre de trucs, ce genre de choses. Elle avait 15 ans quand même, c'était pas une adulte. Moi maintenant, si on me dit qu'une fille se marie à 15 ans, je serais choqué. Je serais waouh, c'est terrible, ou qu'elle a un enfant à 15 ans, je trouverais ça choqué. Mais en ce qui concerne ma sœur, puisque je la connais, je ne suis pas choqué. Ce qu'elle pense, c'est pourquoi ma mère nous a abandonnés. Parce que pour elle, et je pense jusqu'à maintenant, l'abandon vient de ma mère. Pourquoi tout à coup tout abandonner, tout jeter, tout écraser, et laisser 3 enfants comme ça? Surtout qu'il y a beaucoup d'éléments qui prouvent comme quoi ma mère, c'était une mère irresponsable. Ma sœur, une fois qu'elle a atteint l'âge de l'adolescence et qu'elle a commencé à devenir une femme, elle a compris, elle a voulu des réponses. Elle n'est pas venue spécialement pour connaître ma mère, elle est venue pour connaître cette vérité. Pourquoi elle n'a pas pu vivre ici avec papa, maman, comme tout le monde? Soumaya a-t-elle essayé de chercher des réponses à ce qui s'était passé? Elle a essayé de chercher des réponses au début. Mais comme les réponses lui plaisaient pas, alors ça n'allait pas. Je suis pas gentille, je dis du mal de leur papa. Et pourtant Dieu sait que je tente d'expliquer, de répondre sans porter de jugement par rapport à leur père. Juste de dénoncer les faits, expliquer pourquoi je pouvais pas continuer à vivre avec lui. Ce style de choses, donc pour elle c'était dire du mal de son père, donc elle a préféré zapper. Et de rester dans son optique, de se dire son père est merveilleux, magnifique, les a sauvés, s'est sacrifié, et tout ce que l'on peut imaginer. Et sa mère est une conne finie qui n'a pas pu se sacrifier pour élever ses enfants et pour prouver son amour à ses enfants. Sa souffrance, Soumaya, comment l'exprime-t-elle? Je suis responsable. Je suis coupable. C'est de ma faute. C'est plus facile aussi de dire ça, plutôt que de remettre papa en question. Sultana a soigneusement gardé toutes les preuves de son combat dans un classeur. Il n'en reste que ces 2 images d'archives. Elle a montré ce classeur à ses enfants. Il a aujourd'hui disparu. Il contenait notamment les documents relatifs à la fugue de Soumaya aux Pays-Bas, peu après son retour du Maroc. Lors de l'arrestation de Soumaya, le juge de la jeunesse a placé ses enfants en pouponnière, quelques jours seulement. Mais cette séparation très momentanée a laissé des traces profondes. Je vois que beaucoup de mal a été fait à ma grande sœur.
énormément de mal. Elle a été quand même dans un centre, on lui a arraché ses enfants de force dans un tribunal, chose qu'aucune mère, je pense, pourrait survivre. Bon, ma mère, elle a voulu retrouver ses enfants, et après, bon, elle ne fait rien de spécial pour empêcher le fait qu'on arrache les enfants de ma sœur. 15, 16, 14 ans, 13 ans, pour moi, ça m'est égal. Une mère, c'est une mère. Une fois qu'elle a la faculté de porter des enfants, c'est une mère, c'est une femme. Elle a fait ce choix, ou elle a été obligée, ou quoi que ce soit d'autre, ça m'est égal à moi. Et ça doit être égal aux yeux de la société une fois que c'est fait. Une fois que c'est fait, on n'arrache pas des enfants à une mère. Vieille ou grande, que ce soit ma mère, que ce soit ma sœur, que ce soit qui que ce soit. Et ça a été quand même fait. Et Sajida, qu'est-elle devenue après son retour et sa fuite rapide du domicile maternel? La querelle avec sa mère concernait ses études. Une querelle qui résonne aujourd'hui comme un prétexte. Mehdi est venu un dimanche avec elle, elle était accompagnée de son frère. Et Mehdi a parlé, il avait dit à son grand-père, je voudrais te parler, Baba Haj. Donc comme il faisait beau, ils sont allés au jardin et il lui a parlé. Là, Sajida m'a dit, maman Sekina, sais-tu ce que mon frère demande à mon grand-père? J'ai dit non, je ne sais pas ma chérie, je ne sais pas. Après leur départ, mon mari me dit, eh ben ça c'est la meilleure. Elle vient à peine d'arriver du Maroc, c'est à peine un mois, et déjà il y a quelqu'un qui la demande en mariage. D'où Mehdi avait demandé à son grand-père de recevoir. Et quand mon mari m'a mis au courant, j'ai dit pas chez moi. J'ai dit je veux pas. Parce que je me voyais repartir dans le même cinéma que Sultana. J'ai dit j'ai donné une fois, je ne peux plus donner. Je peux pas. Sajida, elle est fiancée, paraît-il, maintenant. Oui, elle est fiancée. Ça a été très très rapide. Ça a été très rapide, ce qui fait... Excusez-moi. Ça a été... Ah là là. Ça a été très rapide, ce qui étonne souvent tout le monde. Ça m'a étonné moi aussi au début. Mais comme il y a eu quand même plusieurs prétendants au Maroc qui sont venus, il y a des fois où j'étais là, des fois où j'étais pas là, elle a souvent, enfin tout le temps, rejeté tout le monde. Et celui-là, je pense qu'elle l'a connu bien avant de nous le dire quand même. Bien avant de nous le dire, et qu'elle a décidé de l'accepter ou de faire quand même un bout de chemin avec cet homme, puisqu'elle se sent à l'aise avec lui. Donc ce qui lui a permis de faire les choses soi-disant vite, mais pour nous, mais pour elle, ce qui était relativement normal et naturel. Sajida s'est mariée religieusement. Son mari travaille à la Stib. C'est un ancien élève de son père, du temps où il enseignait le Coran à Bruxelles. Sultana et ses parents ont refusé d'assister à la fête. Depuis, les deux filles n'ont plus de contact, ni avec leur mère, ni avec leurs grands-parents. Sultana a déménagé, elle a quitté la grande maison prévue pour accueillir les enfants à leur retour du Maroc. Quant à Mehdi, il s'est installé, seul, à contre-cœur, dans un studio. Si le père avait vraiment réfléchi comme il faut, pourquoi les a-t-il emmenés? S'il les a emmenés, pourquoi ne les a-t-il pas gardés là-bas, près de lui? Parce qu'aujourd'hui, ce sont 3 enfants psychologiquement perdus, totalement malheureux. Chez eux, il y a toujours une méfiance. C'est incroyable. Leur père est comme ça. Leur père est quelqu'un qui constamment se retourne pour voir qui le suivait ou quoi, mais les enfants sont comme ça. Donc on n'a jamais pu établir le lien très fin qu'une grand-mère, un grand-père aurait pu avoir avec leurs petits-enfants. Il y a toujours une méfiance. Aujourd'hui, il a fait 3 enfants malheureux, c'est tout. Maintenant, mes filles, je comprends tout à fait qu'elles aient pris la décision de couper et d'être elles de leur côté. Et je pense que même pour elles, c'est une question de survie mentale. Vous savez, aujourd'hui, Mehdi me fait terriblement mal au cœur. Mehdi, chez lui, on sent ce besoin de garder des contacts avec son père et de garder des contacts avec sa mère. Il semble être celui des 3 qui est le plus en souffrance avec lui-même. Les filles ont fait un choix de sacrifier un des deux. Il faut sacrifier un des 2 parents. Mais bien sûr, il est plus simple de sacrifier le parent dont on n'a pas peur. Ça me rassure qu'il n'ait pas peur de moi. Ça me fait même plaisir. Au moins, je ne suis pas synonyme de la peur et de la crainte. Et ça me satisfait. Parce que je me dis peut-être qu'un jour, on pourra alors reconstruire. Et aujourd'hui, elles sont dans une phase où elles doivent aussi se protéger. Et je peux comprendre, donc non, je leur en veux pas.
Et pas du tout.